10h passées de 25 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le journal des JT que nous démarrons avec des réserves estimées à plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz. Deux navires sont chargés de la production, le FNLJ déjà arrivé sur le site et le SPSO en cours de finalisation. Le Sénégal avait envoyé à Singapour une équipe d'inspection technique de ces navires. Avant la livraison, nous revenons sur la présentation, l'impressionnante de FNLJ qui avait accueilli nos équipes à Singapour sur justement ces 300 mètres de long. Il a échangé, liquéfié le gaz naturel. C'est un reportage signé par Aram Ndao. Le FLNG, grandeur nature, si haut, si large. Il faudrait réunir 3 terrains de football pour se représenter ce bateau. Le bateau fait environ 300 mètres de long et quelques 60 mètres de large. Donc c'est un ancien méthanier qui a été transformé avec le rajout, on va dire, des unités de liquéfaction nécessaires et également le stockage du gaz liquéfié. Donc dans 6 tankers qui sont disposés au centre du bateau et les unités de liquéfaction et de refroidissement étant disposées de part et d'autre. Donc c'est une unité qui est au cœur vraiment du process du projet GTA. Ensemble avec le FPSO. Exactement. Donc avec le FPSO qui est chargé du traitement, de la séparation entre les liquides et les gaz et l'eau naturellement. Le gaz est envoyé à cette unité-là pour y être, comme je disais, purifié davantage, mais vraiment liquéfié à moins 162 degrés pour pouvoir être exporté dans des tankers avec un gain de 600 fois, on va dire, le volume naturel du gaz. Sur ces chantiers de Keppel à Singapour, le FLNG a été façonné selon les spécifications requises. Comme pour le FPSO, l'autre principal navire du projet Grand Tortue Armeim, des ingénieurs du Sénégal ont fait le déplacement pour l'inspecter avant livraison. Dans la délégation, des experts de l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes. Comme vous le savez, les affaires maritimes ont des compétences dans le cadre de la construction, mais également de l'exploitation future de ces navires en tant qu'unité qui participe à la circulation en mer. Et nous gérons également de ce point de vue le travail maritime, les gens de mer qui vont opérer à bord. Et il était intéressant pour nous et très important d'ailleurs de venir en amont de l'arrivée des navires, les voir, anticiper sur des améliorations qui pourraient être faites pour optimiser leur exploitation. Pour l'ANAM, les piliers de cette visite d'inspection reposent sur 3 volets: sûreté, sécurité et protection. L'administration maritime, à travers l'ANAM, aura des missions de contrôle. Contrôle au titre de l'état du pavillon, avec la certification qui découle de nos visites, ou au titre du contrôle par l'état du port, contrôle qui nous permet de nous assurer des conditions de maintien des règles de certification. Et c'est des règles universelles, internationales, des standards que tous les pays partagent. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui la maîtrise de la question que nous avons avec un personnel qui a été formé. Et l'État du Sénégal a mis beaucoup d'énergie et de moyens dans la capacitation des personnels chargés du contrôle de ces unités. Ce gigantesque complexe flottant donnera le la de la production de gaz avec les autres composantes du projet. Un navire qui concentre plusieurs technologies pour traiter, liquéfier et stocker le gaz naturel partagé entre le Sénégal et la Mauritanie. Et puis les bonnes relations entre le Sénégal et la Mauritanie, un pays voisin, ont permis aux pêcheurs guet-ndariens de Saint-Louis de bénéficier de 500 licences de pêche mauritaniennes. Un important accord qui a permis de ravitailler le marché sénégalais de 50 000 tonnes d'espèces. Compte rendu signé par Abdou Wahab. 500 au total, octroyés aux pêcheurs de Guet-Ndar, avec comme impact direct le ravitaillement du marché sénégalais de 50 000 tonnes de poissons.
Des heurts ont souvent éclaté entre pêcheurs guet-ndariens et gardes-côtes mauritaniens à la frontière maritime entre les deux pays. Cet accord va apaiser les tensions et cet épisode ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cette licence est d'une importance capitale pour la pêche à Saint-Louis, première activité économique de la région. Mais la licence a un impact sur Saint-Louis. Ces licences ne sont pas que bénéfiques pour les pêcheurs. Il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de la pêche. Beaucoup de gens quittent leur localité pour venir travailler ici quand il y a du poisson, que ce soit dans le commerce ou dans le transport. Toutefois, l'octroi de cette licence mauritanienne est soumise à des conditions. Elle impose notamment aux détenteurs de se soumettre au contrôle des gardes-côtes mauritaniens. Il faut respecter les points de sortie, notamment les points de passage à Diago, pour se faire contrôler par les gardes-côtes mauritaniens. Ils sont aussi présents au niveau du port polonais en permanence et pris en charge par l'État du Sénégal. Avec la licence, la tonne de poissons pêchés en Mauritanie revient à 17 €. Les 10 € sont à la charge des pêcheurs, le reste subventionné par Toute autre chose, célébration de la journée mondiale de l'hémophilie à Saint-Louis. Les malades de la localité de la capitale du Nord demandent aux autorités plus d'assistance et la disponibilité des injections. Les malades ont organisé un panel axé sur le thème accès équitable pour tous les troubles malades de la coagulation. C'est un reportage fait par TFM. Je vous propose de l'écouter. Un facteur ou des facteurs pour que le patient puisse retrouver véritablement son état normal. Et ce sont ces facteurs-là qui sont en fait rares ou difficiles à trouver dans le marché. Un, c'est difficile à trouver dans le marché. Deux, ça coûte cher. Donc cela veut dire qu'il y a obligatoirement l'intervention de l'État qui puisse soulager les malades, donc les hémophiles. C'est pourquoi nous appelons les autorités étatiques dans le budget du ministère de la Santé, de la même manière qu'on prend en compte certaines maladies victimes de la coagulation, que l'hémophilie soit prise en charge aussi. Population de 10 millions, il faut au moins 1000 cas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être à 1700 cas détectés. Ça veut dire donc qu'il y a un travail au-delà de sensibilisation, mais il y a un travail de diagnostic même qui doit se... À Yeumbeul, un homme a été tué par une arme blanche la nuit dernière. Le défunt était un aviculteur. Il a été poignardé lors d'une bagarre. Les populations de cette localité réclament plus de sécurité dans cette localité. Voici Maman Yass Ndiaye, interrogé par TFM. Ici, hier, c'est vraiment déplorable parce qu'un jeune nommé Pape Diaw, un frère qui habite ici depuis des années, a acheté ici une maison. Donc en même temps, dans la maison, il y a une chambre là où il dormait. Le poulailler était dedans. Hier, on nous a signalé qu'il était poignardé, en même temps égorgé. Donc franchement, c'est vraiment triste pour Yeumbeul Nord, pour Darou Salam 6 à la Baïna. Donc franchement, nous demandons à que les autorités nous aident aussi à faire des lumières aussi, parce que ça manque des lampadaires. Donc c'est un quartier aussi, il y a de l'insécurité, surtout ici à Porte Bleue, Arebaï aussi. Donc il y a le manque de sécurité là-bas. Parce qu'un jeune homme égorgé dans un quartier là où il y a beaucoup d'habitants, donc franchement nous demandons de l'aide à les autorités aussi. Et bon, la police est venue ici hier faire l'enquête, mais pour le moment, Darou Salam 6, tous on a peur le fait que maintenant les gens entrent ici, égorgent les gens et sortir, donc on ne sait pas c'est qui. Direction Thiès à Ndiayène Sira, plus précisément, le mouvement And Suxali Ndiayène Sira dénonce le manque d'infrastructures de base. Le mouvement interpelle également le nouveau régime sur l'enclavement de cette localité. Enclavement du mauvais état des routes et la spéculation foncière. Isidore Alexandre a fait le point.
à nouveau s'est mis en avant sur ce sujet pour arrêter la vente et acquérir la totalité du patrimoine de la bibliothèque de Senghor. Quel enseignement doit-on en tirer? Quelles questions doit-on nous poser réellement? Âge de l'élection présidentielle, Ndiayène Sirah met sur la table du gouvernement ses doléances. Avec lui. Maintenant que les élections sont terminées et que le président Bassirou Diomaye Faye a largement gagné les élections et que nous avons un nouveau gouvernement, il est temps pour moi de étaler les problèmes de ma commune, ma terroir, qui est Ndiayène Sirah. Le problème majeur aujourd'hui, c'est la route Khombole-Ndiaganiao. Je ne dis pas seulement Khombole-Ndiaganiao parce que la route arrivée à Mbewan a fait demi-tour. Et on voudrait que la route puisse venir jusqu'à Boulorten. Plus de la route Khombole-Ndiaganiao à parler de la route Khombole qui passe Ndiayène Sirah pour aller à Fissel, Badan. Donc ça aussi c'est un combat que nous allons porter pour que cette route-là puisse venir jusqu'ici. Le président du mouvement Andessoukeli Ndiayène Sirah évoque ce qu'il considère comme une injustice sur la gestion foncière. Il y a des hommes de l'homme qui ont décidé de bazarder les terres des populations. J'en ai porté pas mal de combats, notamment avec les jeunes de Mbewan Tchatchaou, les jeunes de Kaba, les jeunes de Mbewan Dorong, où des populations ont eu des problèmes avec des bailleurs qui ont voulu prendre 500 hectares de leur terre pour mettre en place un projet qui n'est pas bon, ni sur le fond, ni sur la forme. Et je serai là à combattre cette injustice-là pour que ces terres-là puissent rester entre les mains de ces populations. La population de Ndiayène Sirah peut bien vivre de son potentiel foncier. Elle demande d'être accompagnée par des moyens pour cultiver la terre. Nous sommes dans une zone agricole où les populations sont toujours dans les champs, mais il manque les moyens matériels et les moyens financiers pour faire leur exploitation. Dans les doléances figurent l'emploi des jeunes et l'épanouissement des femmes. Nous avons des jeunes très dynamiques, travailleurs dans tous les secteurs. C'est des jeunes diplômés, des cadres et qui voudraient aussi être accompagnés. Ces jeunes diplômés-là qui sortent de l'université et qui ne parviennent pas à trouver du travail, il faut qu'on les aide dans les programmes d'insertion professionnelle. Et moi, je vais porter ce combat-là pour que tous ces jeunes diplômés-là qui cherchent du travail et qui peinent à trouver du travail, qu'ils puissent avoir du travail à travers les programmes. Parlons en présent de la suspension de la vente aux enchères de la bibliothèque personnelle de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Il n'y a rien crié victoire selon le président de l'ONG Africa Patrimoine. L'État du Sénégal à revoir sa politique de sauvegarde de notre patrimoine national. Je vous propose de l'écouter au micro TFM. Aujourd'hui, on ne doit pas crier victoire. C'est-à-dire que on a réussi notre premier objectif de suspendre cette vente. Et la bonne nouvelle, c'est que l'État sénégalais, à nouveau, s'est mis en avant sur ce sujet pour arrêter la vente et acquérir la totalité du patrimoine de la bibliothèque de Senghor. Quel enseignement doit-on en tirer? Quelles questions doit-on nous poser réellement en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains? Aujourd'hui, l'État sénégalais ne doit pas se positionner en tant que sapeur-pompier pour venir éteindre des incendies à chaque fois qu'il y a des urgences. Cette question aujourd'hui qu'on a vécue doit nous remettre en question et de dire quelle politique particulière à la sauvegarde de nos patrimoines on doit mettre en place. Ça, c'est une question légitime. Il y a une réflexion profonde depuis des années qui sont menées par notre ONG. Il y a un ouvrage qui a été écrit sur le sujet, sur comment les pays africains doivent s'organiser pour protéger leur patrimoine. Je rends hommage au Sénégal, je rends hommage à l'ensemble de la jeunesse africaine, à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise qui ont participé à cet élan de solidarité pour nous faire entendre à l'international. Car oui, des médias internationaux ont repris notre vidéo qu'on a fait le vendredi dernier. Il y a eu des partages dans les réseaux sociaux. Cette solidarité générationnelle montre que à chaque fois qu'on a des sujets qui nous tiennent à cœur, on a la possibilité de taper sur la table et de nous faire entendre dans le monde entier. Donc je vous remercie tous et vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes. Les prochaines étapes consisteront déjà au retour de cette bibliothèque au Sénégal, mais également quelles sont les actions concrètes qu'on doit nous mener au niveau du Sénégal, quelle vie donnera-t-on à ces objets, à ces patrimoines particulièrement, et comment on doit s'organiser pour mettre en place au Sénégal une vraie politique de sauvegarde de nos patrimoines. C'est ça. Juste au terme de cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Les actualités continuent sur www.pressafrique.com. À 11h, vous retrouvez Melay dans Khibari. Merci et passez une excellente journée.
Sénégal.